beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est 100 ans la première radio francophone kenyane. Je suis le fondateur de cette radio. Et du coup, nous l'avons fondée le 1er octobre 2022, ayant le but de contextualiser le français au Kenya, parce que là, il y a beaucoup plus d'opportunités ayant une autre langue. Parce que moi, j'ai eu des opportunités. Alors, je me suis dit pourquoi pas présenter ces opportunités que j'ai vues aux autres gens. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai lancé la radio. Alors aujourd'hui, comme je vous avais prévenu, nous cherchons à réaliser un interview vraiment inspirant à la jeunesse kenyane qui aimerait bien atteindre des niveaux tels que les niveaux que vous avez atteints vous-même. Et oui, c'est ça en fait ce qu'on cherche à faire. Alors là, il y aura 4 questions en fait, pas trop. D'accord. Et du coup, voilà. Alors, je vais d'abord vous donner la chance, s'il vous plaît, de vous présenter. Bonjour Calvin. Bonjour Calvin d'abord. Je vis justement au Royaume-Uni. Donc je vis dans le Kent, à Canterbury. Je suis sénateur. Je représente les Français du monde entier. Ma circonscription, c'est le Monde. Je suis vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Je m'occupe des écoles françaises à l'étranger. Je préside l'association nationale des écoles françaises à l'étranger. Je suis aussi au conseil d'administration de l'Agence française du développement. Je siège aussi au conseil d'administration de l'Institut français. Et au Sénat, je suis vice-président du groupe d'études sur la francophonie. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais à côté de ça, je suis aussi un entrepreneur. J'ai créé mon entreprise à l'âge de 20 ans dans l'électronique, que j'ai développée vers l'Internet. Puis j'ai tout vendu à des Américains. Et maintenant, je fais de la traduction de bande dessinée, tous les grands noms de la bande dessinée française, franco-belge. Je les traduis en anglais et je les vends dans le monde entier. Voilà, je fais la promotion de la culture française dans le monde anglophone. Tout simplement, je me vois en vous. Alors, passons à la première question. Quels aspects de votre expérience ont le plus enrichi votre parcours personnel et professionnel ? Je pense que, comme je représente les Français du monde entier, je voyage beaucoup. C'est mon 530e déplacement à l'étranger. J'ai traversé 113 pays. 113 pays. 113 pays, oui. Ok. Et on me demande souvent quel est le pays que tu trouves le plus beau, quels sont les plus beaux paysages. Et je dis toujours, en fait, c'est pas ça que je garde en mémoire. Ce que je garde en mémoire, c'est les rencontres que je fais avec les gens. Ce sont les échanges. Parce que c'est par ces échanges que j'apprends. Et j'apprends des leçons tous les jours de chacun, parce que chacun a un regard différent. Chacun vit au centre du monde. Simplement, le centre du monde est différent pour chacun d'entre nous. Et donc, ce que j'apprends, je l'apprends de l'autre. Quand on crée son entreprise à l'âge de 20 ans, on n'a pas été à l'université, on n'a pas été au bout de la formation. Et donc, on apprend tout de ses pairs, de ceux qui ont l'expérience et qui vous transmettent leur savoir. Et moi, je l'apprends au quotidien, aujourd'hui encore. Et aujourd'hui encore, j'apprends une leçon, parce que je suis en face de vous, Calvin, et je vois en vous un entrepreneur et quelqu'un qui a des talents et qui a toute la vie devant soi et qui me donne beaucoup d'espoir dans le futur en vous regardant. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai une question là. Quand vous lanciez votre première entreprise à 20 ans, vous aviez déjà voyagé ou Alors, quand j'ai créé mon entreprise, en fait, j'ai passé à 18 ans le deuxième baccalauréat informatique de l'histoire. C'était le début des ordinateurs. Et donc, à l'époque, non, je n'avais pas beaucoup voyagé. J'avais voyagé une seule fois, en fait, loin. J'avais fait quelques voyages en Suisse, en Autriche, en Espagne, en Angleterre, bien sûr, où j'avais appris un peu l'anglais. Mais je n'avais pas voyagé au loin. Et j'ai fait mon premier voyage à l'âge de 19 ans. C'était à Dakar, au Sénégal. Et je me souviendrai toute ma vie de ce voyage. Et je pense que c'est ce premier voyage qui m'a donné le goût de venir en Afrique
Et quand j'ai vu pour la première fois le film Out of Africa, j'ai décidé tout de suite de prendre mon billet pour aller au Kenya. Et j'ai découvert, j'ai passé 3 semaines, je suis allé faire l'ascension du Kilimandjaro en Tanzanie. Oui. Et j'ai passé 3 semaines et j'ai fait tout le tour du Kenya. J'ai vu toutes les grandes réserves et puis je suis allé aussi à Mombasa. Et pour moi, ça a été un peu un choc quand je suis revenu à Nakuru pour la première fois il y a 2 ans. J'étais allé la première fois en 1988 et c'est vraiment un choc de voir la différence, la ville qui s'est développée, le territoire des animaux qui s'est complètement réduit, les flamants roses qui ont dû partir ailleurs parce que l'évolution du changement climatique a fait que le lac avait monté, donc il n'y avait plus la même place pour les flamants roses. Donc je garde en mémoire ces 2 moments de Nakuru, c'est vraiment, ça m'a marqué parce que j'en avais un souvenir très précis quand j'étais venu la première fois. Donc voilà, je suis revenu en Afrique ensuite parce que j'ai vu le film Gorille dans la brume. Et du coup, en sortant du cinéma, je suis allé prendre mon billet pour aller au Rwanda et à l'époque au Zaïre, en RDC aujourd'hui, pour aller voir les gorilles. Donc j'ai gardé une relation de proximité et je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien ici, je me sens comme chez moi. Ah oui? Oui, mais je crois que, comme je l'ai dit, je crois que c'est dû au Kenya. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un vous a jamais dit, mais vous avez vraiment un caractère. Et du coup, de cet caractère, je vais tirer la deuxième question. Quelles sont les valeurs personnelles qui vous guident dans votre vie quotidienne et dans vos prises de décision? Puisque là, vu votre siège, il y a bien sûr la prise de décision. Quelles Alors, sont ces valeurs? je disais toujours à mes collaborateurs, je leur disais 2 choses. En tant que chef d'entreprise et qu'ils venaient avec un problème, je leur disais, ne me demandez jamais de régler un problème. Demandez-moi toujours de régler tous les problèmes en même temps. Parce que parfois, quand les gens veulent régler un problème, ils veulent en fait simplement le régler pour eux-mêmes. Ils vont en fait le déplacer. Et c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer le problème. Donc en fait, chacun a des problèmes. Ouais. Il faut que tout le monde vienne avec ses problèmes autour de la table, qu'on se mette tous ensemble et on règle tous les problèmes en même temps pour être bien sûr qu'il n'y en a pas un qui se retrouve avec les problèmes de tous les autres, parce que là, ça ne marchera pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, je leur disais toujours, mon vocabulaire n'a que 3 mots. Vite, vite, vite. Ok. Et ça, j'ai créé mon entreprise à l'âge de 20 ans et j'ai bien vu que mon patron, avant, quand j'avais 19 ans, je suis rentré, j'ai commencé à travailler tout de suite après le baccalauréat et j'étais le seul à savoir me servir de l'ordinateur. Mais pour mon patron, il pensait que l'ordinateur, c'était une machine qu'on pouvait amortir sur 5 ans. Et moi, j'ai très vite vu que, en fait, les ordinateurs, ça évolue très vite. Et j'ai tout de suite acheté un ordinateur avec un disque dur à l'intérieur, alors que lui, il était avec des bandes perforées, des bandes magnétiques, ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, j'allais beaucoup plus vite que tout le monde. Et j'ai contribué au développement de tous les grands systèmes d'armes. Je travaillais pour l'armement au début. Et donc, les avions, les chars d'assaut, tous les systèmes d'armes avaient besoin d'électronique. Et donc, je le développais, j'allais plus vite que tout le monde avec mes ordinateurs. Et donc, je disais toujours, il faut aller plus vite que l'autre. Il faut juste courir plus vite. Il faut être avant. Et donc, il faut être à l'innovation. Je disais toujours, votre présent est mon passé. Parce que j'étais dans l'innovation. Quand on avait réalisé un nouveau produit, les premiers téléphones, par exemple, portables, eh bien, quand les gens les découvraient, pour eux, c'était leur présent. Mais pour nous, c'était notre passé. Parce que ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. Vous avez déjà vécu leur voilà, présent, quoi. exactement. Et donc, on a toujours cette sensation d'avoir vécu avant. Et en politique, c'est ce qu'il me reste. C'est-à-dire qu'il faut toujours être à l'initiative. Il faut toujours être dans l'anticipation. Il faut imaginer le futur pour notre population, pour leur construire un monde meilleur. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé cette approche. Ensuite, dans le rapport à l'autre,
ce que j'ai gardé comme la plus grande leçon, c'est ce qui m'est venu du livre de Voltaire, le traité sur la tolérance. Respecter l'autre. Quand tout le monde pense pareil, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul qui pense. Et donc, il est tout à fait normal que les gens pensent différemment. Je m'entourais toujours de gens qui ne pensaient pas comme moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils me remettaient en cause. Ils me faisaient réfléchir. S'ils voient les choses différemment, je voulais comprendre pourquoi ils voient les choses différemment. Quelle était son histoire ? Quel est son point de vue ? Et donc, j'apprends de lui. Et donc, il ne faut pas non plus forcément essayer de convaincre l'autre pour le faire changer d'idée. Ça aussi, ça s'appelle le respect et la tolérance de gens qui ne pensent pas comme vous, mais vous les acceptez comme cela. La démocratie, ce n'est pas la dictature de la majorité sur la minorité. La démocratie, c'est une décision qui se prend parce qu'il y a une majorité, mais qui recherche le consensus, qui cherche à faire la réunion, qui cherche à rassembler, qui cherche à unir. Et donc, il faut amener à soi celui qui pense différemment, le respecter, lui faire comprendre aussi ce qui nous amène à penser comme nous pensons et construire ensemble un monde de façon consensuelle pour que chacun se sente bien dans le monde que nous construisons ensemble. Alors, au lieu d'essayer de convaincre quelqu'un de penser comme vous, c'est en fait une question d'apprécier des polémiques d'autres gens. Et comme ça, vous essayez de construire autour de ces polémiques, de vous comprendre même dans ces polémiques. C'est ça ce que j'ai compris. Je pense que si vous voulez, pour vouloir être libre, il faut vouloir les autres libres. Vous ne pouvez pas être libre si les autres dépendent de vous. Parce qu'ils viendront, en fait, vous dire « j'ai besoin de toi ». Donc, en fait, vous êtes leur esclave. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre aux gens à être libres. Et par exemple, quand j'ai développé ma nouvelle société dans l'édition pour faire la traduction de bande dessinée, j'ai dit à ma femme, avec qui je travaillais, je lui ai dit « on va faire une société ». Je vous le dis en anglais. D'accord. No paper, no people. Il n'y aura pas de papier, il n'y aura pas de gens qui travaillent dans la société. En fait, tous les gens qui travailleront pour notre société, ils travailleront librement. C'est-à-dire qu'ils organiseront leur temps de travail comme ils le veulent. Ils savent combien ils vont gagner dans l'année, ils savent le travail qu'ils auront à faire, mais ils s'organisent comme ils veulent. Ils savent quand est-ce qu'on aura besoin du résultat. Moi, le reste, je ne veux pas le savoir. Quand est-ce qu'ils veulent être en vacances? S'ils veulent s'arrêter pour aller chercher les enfants? S'ils veulent garder les enfants parce qu'ils sont malades? S'ils sont malades, c'est leur liberté. Ils s'organisent comme ils veulent. Et pour moi, c'était le monde idéal dans l'entreprise. Et tout le monde travaille depuis chez lui. Donc, la première fois que j'ai dit en 2003 aux gens qui travaillaient dans mon entreprise, eh bien, on va fermer les bureaux et maintenant tout le monde va travailler depuis chez lui, ils pensaient tous qu'ils étaient licenciés. Et je leur dis non, en fait, vous allez pouvoir travailler comme vous voulez. Vous n'avez pas à vous déplacer le matin, faire les queues dans les encombrements pour venir au bureau et tout ça. Et puis, parfois, on aura à se rencontrer, on ira dans un hôtel, je louerai une salle et on pourra tous se retrouver. On fera nos réunions et on repartira. Mais ce sera une fois de temps en temps. Donc, c'est imaginer un monde où les autres sont libres. Et comme ça, si vous voulez, c'est ma vision. C'est que depuis que je vis comme ça, je suis libre. Je peux. Ma femme travaille en ce moment, elle est à Nairobi avec moi, elle travaille aujourd'hui avec son ordinateur, mais ce soir, on va être ensemble. Et les gens ne savent pas où est-ce qu'elle est. Et elle peut travailler depuis n'importe où. Voilà. Et on travaille, elle se déplace avec moi, elle travaille le jour, et puis elle me retrouve le soir, et moi, je fais mon travail où que je sois. Voilà, c'est la liberté, et c'est ce que je souhaite pour tout le monde. Merci beaucoup. Et du coup, pouvez-vous partager un moment marquant dans votre vie où vous avez dû faire preuve de courage et de résilience? Oula, un moment où j'ai dû faire preuve de courage et de résilience.
C'est amusant de poser la question comme ça me vient pas. Très facilement, ouais. Je me sens pas, je me suis pas senti forcément courageux. Peut-être quand j'ai créé mon entreprise et que ma mère m'a dit, parce que j'avais 20 ans, donc j'étais très jeune et j'étais pas bon à l'école. Donc j'étais pas un bon élève. Et donc quand vous passez le baccalauréat à 18 ans et que 2 ans après vous dites à vos parents, je crée mon entreprise et je vais devoir emprunter de l'argent pour acheter un ordinateur tout nouveau, ils se sont dit il va nous ruiner. Et en fait, ma mère m'a dit, tu as tort, il faut attendre, quand tu auras 40 ans, tu pourras créer ton entreprise. Ma grand-mère disait, il faut que tu sois fonctionnaire. Là, au moins, tu es sûr d'avoir une paye toute ta vie. Non, j'ai préféré. L'entreprise pour laquelle je travaillais m'a proposé de doubler mon salaire. Et j'ai préféré vraiment gagner zéro. Pendant 1 an, je gagnais rien. Je travaillais tout le temps. Je ne dormais qu'une nuit sur 2. Donc j'ai beaucoup travaillé. Certainement, j'ai rattrapé tout le travail que j'ai pas fait à l'école. Et vu votre vocabulaire, vite, vraiment. Voilà, donc je pense que peut-être le courage, ça a été de dire non au fait qu'on vous double votre salaire et de préférer travailler par vous-même et ne rien gagner, parce que ça m'a permis de démarrer beaucoup plus vite que tout le monde. Et je me rappelle quand, à 18 ans, normalement, je rentrais à la faculté de droit et j'étais avec un ami et que j'ai retrouvé. On rentrait ensemble à la faculté. Et moi, au bout de 3 mois, je suis parti de la faculté pour aller travailler. Et lui a continué, il a fait son diplôme. Il est resté à l'université, il a fait son doctorat. Et quand il a fini, c'est moi qui l'ai recruté. Voilà, donc je l'ai employé. Et puis donc aujourd'hui encore, on travaille toujours. Il a travaillé avec moi dans toutes mes entreprises. Et aujourd'hui, il est mon collaborateur parlementaire. On a eu une vie parallèle. Et je trouve que c'est une très belle histoire. Là aussi, lui aussi, il faut qu'il soit très résilient pour me supporter pendant plus de 30 ans. Merci beaucoup. Et la dernière question. Quel conseil inspirant donnerez-vous aux jeunes qui cherchent à réaliser leurs aspirations, qu'elles soient politiques ou non? Alors, je vais partager mon dicton. La phrase qui est sur mon site internet. Et la phrase qu'on écrira sur ma tombe, la liberté trouve toujours son chemin. La liberté trouve toujours son chemin. Suivez votre voie, croyez en vous-même, ne laissez pas les autres vous dire que vous n'y arriverez jamais. Vivez. Vous trouverez toujours votre chemin si vous êtes libre, même si on essaye de vous empêcher de rentrer par une porte, par une fenêtre. Vous trouverez une échelle et vous trouverez tout. La liberté vous aide à trouver votre chemin, quels que soient les obstacles. Et voilà, donc moi je suis au Sénat, je suis élu au Sénat. Qui aurait pu imaginer que ce jeune qui avait juste un baccalauréat, qui crée son entreprise très vite, puisse un jour représenter les Français du monde entier, parcourir la planète et être en face de vous aujourd'hui, Calvin, et continuer à apprendre. Alors, pour vous comme pour moi, je suis sûr, la liberté vous aidera à trouver votre chemin. Merci beaucoup. C'était vraiment un interview inspirant. Merci. Au public s'entend. Merci beaucoup. Merci, Calvin.